Bonjour, je vais vous présenter vous introduire la conférence de Gilles Clément qui va venir clôturer ces 2 jours de journée d'études. J'ai été invitée à écrire quelques mots, donc j'ai un peu le trac, mais au sujet de un peu de votre parcours et de votre travail que j'admire beaucoup. Donc, vous êtes un jardinier, paysagiste, entomologiste, c'est-à-dire spécialiste des insectes, botaniste et philosophe. Vous vivez en Creuse dans votre jardin-maison, nommé La Vallée. Vous avez beaucoup voyagé, étudié la flore et rencontré des chiens jaunes. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres dans lesquels on peut y lire de la poésie sur le monde, sur les nuages, des amitiés et des rencontres. On y apprend aussi que la planète est un jardin sans enclos et que nous en sommes tous des jardiniers plus ou moins conscients. Et que pour être un bon jardinier, il faudrait faire le plus possible avec et le moins possible contre. Et que les friches sont de vraies réserves de diversité et de richesse botanique. Pardon, j'ai vraiment le trac. J'aimerais dire de votre philosophie, Gilles Clément, qu'elle est empirique. Elle découle d'un grand sens de l'observation et une compréhension sensible du vivant, des jardins, des paysages, de ceux qui le composent en même temps qu'ils y participent. Et par vos choix et votre manière d'appréhender le métier de paysagiste, vos gestes dissidents s'observent, se comprennent et participent à l'écriture de nouvelles relations au vivant et alors participent au tissage de nouveaux mondes. Voilà. Il a dit c'est bon. D'accord. Bon, ben merci. Bien bonjour. Alors c'est super que ça de commencer un truc par la sieste. Là, je n'ai jamais fait ça. Officiellement, hein. C'est la première fois. Donc, geste dissident, c'était... J'ai fait le choix de certaines images qui peuvent illustrer ça, mais je ne suis pas un spécialiste de la question. Il se trouve que par la force des choses, des aspects complètement empiriques et concrets, j'en suis arrivé effectivement à désobéir au sens large, mais pas systématiquement du tout. Pas pour le plaisir de désobéir, mais simplement parce qu'à bien des égards, quand on comprend, si vraiment on comprend la situation, qui quelquefois peut être compliquée, et qu'on voit que ce qu'on nous demande de faire n'a pas beaucoup de sens, ben on choisit une direction qui n'est pas indiquée par les flèches, autorité, voilà, mais on change de chemin, quoi, c'est tout. Donc c'est arrivé comme ça dans mon parcours, je vais vous montrer quelques images là-dessus. Alors pour commencer, je montre... Alors ne vous inquiétez pas, les nuages, c'est des changements de chapitre un peu. Et chaque fois, ils reviennent donc. Mais enfin, ce que vous voyez là, c'est une des... J'ai 2 images un peu clés qui donnent une certaine direction si on veut en avoir une, sinon on choisit au dernier moment. Mais cette image-là représente quelque chose qui est en relation avec le titre que j'avais choisi pour une biennale dont j'avais la responsabilité il y a quelques années, Biennale du paysage à Versailles. Préséance du vivant. Vous êtes sur une vision cartographique. Il y a un point A, un point B. Et enfin, je ne sais pas si c'est A et B, mais enfin, c'est des trucs comme ça, parce que A, il est là, et B, il est là-haut, mais enfin, peu importe. Et on fait une ligne droite parce qu'on est au sud de la ville de Bordeaux. C'est l'élargissement de l'urbanisme. C'est très rapide d'aller tout droit sur un terrain plat. Oui, mais en faisant ça, on détruit un village dans lequel il y a quand même des gens qui vivent, voilà, des tas de plantes qui sont dans le bois, évidemment des plantes et des animaux qui sont, enfin des plantes et des animaux partout, quoi, mais dans le lac, dans le bassin, puis de nouveau une forêt, etc. Ben, ici, on faisait une courbe et non pas une ligne droite. Ben, on irait presque aussi vite, mais la question n'est pas d'aller vite, c'est de comment on fait pour vivre. Et pour vivre, quand on le sait, avec
la diversité dont nous dépendons. Ben, on fait autre chose. Donc ça, cette image, c'est l'illustration de la préséance du vivant, caricaturée, mais pratique. La deuxième règle, enfin, idée, c'est de ne pas chercher la performance. Alors ça va avec l'image d'avant, mais pas uniquement d'un point de vue fonctionnel, mais idéologique, etc. Bref, à tout niveau, parce que ça nous amène à quelque chose qui nous fragilise finalement. Ça, c'est un texte à lire. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, Olivier Amand, qui a publié ça il y a 2 ans à peu près. Je lui fais de la pub, il ne le sait pas, hein. Mais moi j'ai beaucoup aimé ce titre et ce bouquin. C'est un petit tract de Gallimard, c'est pas grand. Et ça vous montre qu'on a plus intérêt à être en équilibre et aller plutôt dans une situation qui vous maintient une sorte de robustesse. Lui, il défend ça, robustesse du vivant, plutôt que de dire je vais gagner. Et je ne sais pas si vous voyez dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui sur la planète, là, il y en a qui cherchent à gagner et qui détruisent tout. Alors là, dans mon histoire personnelle, une des premières choses que j'ai eues, que j'ai faites, c'est d'observer et de m'étonner de ce qui se passait et de comprendre qu'on était systématiquement dans un écosystème sans vraiment le savoir. On ne vous explique pas que cette chenille mange une molène qui, elle, pousse sur un tas de terre que la taupe a fait lever, mais aussi l'oiseau va peut-être manger la chenille, mais la chenille va donner un papillon. Enfin bref, ça on est vraiment dans un monde complexe là. Un seul être dépend de tous les autres. Donc je désobéis, je dis non, je ne mets pas le désherbant, le truc qui tue la chenille, machin. Non. Quand on apprend ça, on arrête, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Et alors le papillon est né par la suite, voilà, Cuculia verbaci s'appelle. Et la zygène que vous voyez là, jolie, hein. Bon, je me suis intéressé beaucoup aux insectes, hein, mais surtout aux papillons. Et puis, non, sa chenille ne mange pas du tout la plante qui est là. C'est l'insecte parfait, l'imago, qui vient se gaver de sucre, de trucs, et puis tout est comme ça, quoi. Là, on est avec une tribu de coléoptères absolument admirables, hein, des insectes attirés par une plante qu'on n'a pas le droit d'avoir. Sauf que moi, je trouvais important d'avoir à la fois la plante et à la fois les insectes qu'elle attire. Donc je m'étais mis en désobéissance, là, systématiquement. Les cétoines et les... Bon. J'ai même fait de la protection. C'est pas très joli, hein. Je reconnais. Hein. Mais je voulais pas que... il y avait je voyais qu'il y avait des animaux qui venaient manger... alors je ne savais pas qui c'était. Est-ce que c'était un chevreuil? Est-ce que c'était... Parce que bon, tout sert à tout dans la nourriture. Et ça, c'était une larve d'une... J'ai oublié le nom. J'ai voulu la protéger pour pas que l'animal vienne la bouffer. Alors, je me suis intéressé aussi... je retrouverai le nom, hein, je vous dirai, mais... à tout ce qui bouge, quoi. Ça, c'est Hermantrude, elle s'appelle. Mais il y en a d'autres, c'est Cunégonde, etc. Toutes les grenouilles qui arrivent là-dedans. Mais je les aide, quelquefois, parce que pour remonter quand il y a un petit muret abrupt, comme ça, quand il y a moins d'eau, c'est pas pratique. Donc il y a une route pour elles. Et puis, les choses, les animaux admirables, hein, le Lacerta viridis, là, vous le connaissez peut-être, mais chaque fois qu'il y a des gens qui viennent chez moi et qui voient ça, ils disent, mais grave, mais ça fait peur. Non, vous n'avez pas peur. Pourquoi ça fait peur? Parce qu'on vous dit d'avoir peur. Non, il est très gentil. Vous craignez rien. C'est un lézard vert, c'est tout. Alors, il y en a d'autres animaux. Hein. Là, je commence par les animaux, c'est-à-dire quelque chose qui est l'autre pour nous, qu'on ne connaît pas. Quelquefois, on les connaît quand même. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'autre? Comment on les regarde? Comment on les apprivoise? Comment on dialogue avec des animaux comme ceux-là qui, depuis très longtemps, vivent avec les humains? Bon, c'est plus facile.
Là, on est entre Marrakech et Essaouira. Et dans cette région-là, il y a des arganiers absolument partout. Et les chèvres sont là. Elles jouent un rôle important. Hein, parce qu'on les attend, on leur dit, vous n'avez pas le droit de manger les argans, le fruit de l'argan qui donne, vous savez, ce produit qu'on vend très cher et très bien, en l'huile d'argan, d'accord. Sauf que là, ils ont une utilité, mais on ne la connaît pas parce qu'on ne vous l'apprend pas. C'est l'acide gastrique qui lève la dormance des graines. Quand on veut faire germer un arganier, il faut que ça passe dans le tube digestif d'un animal. Après, on va récolter les crottes. Alors, c'est ce que font les habitants habitués à cette chose-là, là-bas, dans cette région. Le soir, hein, on met les chèvres dans l'enclos et puis on va aller ramasser. Mais il n'y a pas beaucoup besoin de les multiplier parce qu'ils se multiplient aussi végétativement très bien. Mais tout de même, c'est la façon de faire germer l'arganier. Alors bon, c'est aussi attractif hein, quand il y a des touristes qui passent, ils ne peuvent pas faire autrement que de s'arrêter là. Et nous, dans notre usage de jardinier, en dehors de la germination dont je parle, parce qu'il n'y a pas que la chèvre qui joue ce rôle-là, il y a beaucoup d'animaux qui sont très communs chez nous, sauvages, et qui mangent un fruit, une merise. Vous imaginez un merisier? La cerise a besoin de passer dans le tube digestif ou d'un oiseau ou d'un mammifère pour qu'elle puisse germer une fois qu'elle est rejetée. Avec un usage plus domestique, ça c'est la gestion. Oui, on rentre dans des séries qui sont pas tout à fait de la dissidence, mais puisqu'il y a des choses qui ont toujours été un peu utilisées dans ces pratiques-là, mais qu'on n'utilise pas toujours. Alors, il y a un truc là qui est bien... qui fait pas peur, c'est la ligne droite, voilà, bien tendue comme il faut, mais il y a là sur les côtés ces deux espaces qui, eux, sont fauchés. Et ça, c'est pas habituel. On est à l'école nationale ENS Lettres de Lyon, on est au cœur de la ville de Lyon, on fauche, on fait les foins, une fois par an, dans ce jardin, et voilà, on donne à manger aux animaux qui sont là. Ils sont des moutons de Soé qui, eux, n'ont pas besoin qu'on les assiste. Ils ont été autonomes pendant des années au nord de l'île de l'Angleterre, dans une petite île au nord de l'Angleterre. Donc, c'est pas compliqué. Ça fait partie des modes de gestion aujourd'hui. Maintenant, il y a tout un monde animal qui nous concerne beaucoup, le monde des chiens, et avec lesquels on n'a pas les mêmes comportements partout. Et ça, c'est pas du tout évident pour moi de tenir les chiens en laisse avec des puces, avec des... Enfin bref, voilà, quoi, l'interdiction. À Bali, ils sont libres. Vous le voyez là, il y en a partout. À Sarajevo, je les ai vus aussi partout, dans la ville. Alors il y a des tribus qui sont de cette couleur-là, il y en a d'autres qui sont noires de différentes couleurs. Là, on est à Santiago du Chili, là, tout le monde joue avec les chiens, y compris les flics. Ils font des concours et tout. Voilà. Ils se jettent des fruits, des machins. Tous les chiens, dans ces pays-là du monde où j'ai pu l'occasion, où j'ai pu aller, ils sont libres, pas partout, mais là, oui. Et chaque fois qu'il y a eu la décision de la mairie de tuer les chiens, parce que c'est pas hygiénique, c'est pas propre, ou de les, je sais pas quoi, enfin de les virer de la ville, il y a eu une rébellion de la part de la population, non. Et finalement, ça s'est passé comme ça à Santiago. Je suis arrivé juste après, c'était une vraie émeute, mais les chiens sont restés libres. C'était amusant hein, parce que ils ne pouvaient pas se passer, les chiens ne pouvaient pas se passer des humains, mais inversement quoi. Et à Sarajevo, pareil, mais là ils ont fait autre chose, ils ont capturé, les habitants ont capturé les chiens et les ont cachés dans les immeubles pour pas qu'ils soient tués, quoi. Donc ça m'a bien plu. Ça, c'était un peu plus triste dans l'Ambator en Mongolie, où là, le chien, il fait partie quand même, comme toutes sortes d'animaux là-bas, d'associés, quoi. Ce sont des équivalents pour les Mongols, qui sont très animistes, qui vivent, enfin, pas totalement, mais presque avec cette vision du monde. Et nous, arrivant
nous, Européens, Américains, je ne sais plus qu'est-ce que c'était 2 mois avant que j'y sois avec des étudiants de Malaquais, là on était de l'école de l'architecture de la Villette, on était allé faire une mission là-bas, et on nous dit que 2 mois auparavant étaient venus des gens donc, pour faire, je ne sais plus quelle manif, ou préparer des Jeux Olympiques, un truc de ce genre, et qu'il fallait faire la ville propre. Faire la ville propre, ça veut dire peindre les trottoirs en blanc, mettre des pétunias partout et tuer tous les chiens. Parce qu'il y a énormément de chiens libres là-bas. Et c'était très triste parce qu'il y en avait aussi dans les cadavres étaient dans les cimetières des humains, hein, ils vivent avec. Donc j'ai dû faire une conférence là-bas, ça m'a un peu troublé. J'ai expliqué que je n'avais pas compris pourquoi on voulait imposer une vision de la propreté à un peuple qui avait une autre vision du monde que la nôtre. C'est tyrannique et ça ne veut rien dire. Pourquoi faire du propre qui consiste à tuer et à faire n'importe quoi? Parce que les pétunias, ça va. Et donc j'en ai vu un quand même. Il est là. Et puis la question du dialogue avec l'animal sauvage, est-ce qu'il y a une possibilité là-dessus? Je dis animal, là on en a un joli, hein, c'est un faon, mais en même temps ça peut être n'importe... Oui, quand vous avez les chanteurs d'oiseaux, je ne sais pas si vous connaissez ces 2 mecs qui chantent et qui les attirent, mais ils discutent avec. C'est une possibilité, encore faut-il avoir le contact des ondes peut-être qui sont positives. Et alors là, c'est quelqu'un avec qui je travaille, hein, lui il part dans le champ faire je ne sais plus quoi là-bas, il revient avec ça. Je dis, mais c'est... Attends, mais c'est dangereux, là. Parce que si tu le remets dans l'endroit, la maman, elle ne va pas le reprendre. Hein. Nous, on émet des odeurs, des machins. Bon, lui, ça n'avait pas l'air de l'inquiéter, parce que, manifestement, il avait déjà dû faire ça plein de fois. Et il va les remettre, et tout s'est bien passé. L'animal n'a pas été... Le petit n'a pas été rejeté. Donc, il doit y avoir des attitudes que nous avons perdues, hein. Parce qu'avec l'illusion de la maîtrise, on vit tout à fait autrement par rapport aux vivants non humains. Et on ne sait plus exactement comment faire. Mais lui, il a une pratique paysanne, ancestrale, roumaine. Ça marche très bien. Donc l'autre étranger, l'animal, mais l'autre, la plante qu'on ne connaît pas. Je vous ai montré les insectes qui arrivent sur Heracleum montegadianum, la berge du Caucase, mais elle est interdite. Ça, bon, c'est pas parce qu'elle est interdite qu'on ne va pas la planter quand même, parce qu'elle a des qualités tellement extraordinaires. Elle est gigantesque. Voilà, là on a le pied mère, ici on a les semences. Je finis par décider de les laisser pousser et de ne plus passer à cet endroit-là. Donc c'est ça qui me donne la notion de jardin en mouvement. C'est qu'elle a un cycle court, elle va mourir après avoir fait les graines. On ne va plus la voir. Et donc, elle va laisser la place libre, on pourra passer là, mais en ce moment, on ne passe plus. Bref, 3 mètres de haut, ça change la lecture du paysage. Hein, c'est énorme comme plante, quand elle fleurit. Et donc, je lui dois beaucoup, puisque c'est... Vous voyez, les échelles, le chien vous donne la hauteur de... C'est grand. Et ça, quand vous voyez cette plante-là qui disparaît de cet endroit, qui va aller se mettre ailleurs, vous vous dites, oui, c'est... Tout change complètement d'une année sur l'autre. Bon, donc je maintiens cette espèce, mais elle est envahissante. C'est vrai qu'elle se développe énormément. Alors je décide finalement de la gérer autrement, de couper les hampes ici, pour que, à la fin, au moment, là elle n'est pas encore en graine, mais quand elle va être en graine, ça devient un petit peu brun, et à ce moment-là, pour pas qu'elle se multiplie trop, je coupe. Les graines ne sont pas mûres, je mets dans un déchet, un compost, et ça ne se multiplie pas. Mais la plante, changeant de type biologique, se dit qu'elle n'a pas fait son boulot, parce que la graine, c'est pour la reproduction. Elle n'a pas de système de reproduction végétative, donc elle repart du pied, pour faire comme une plante vivace, et finir par avoir encore des graines pour se reproduire. Elle se fatigue au bout d'un moment, et au bout de quelques années, ça rétrécit. Voilà. Alors, je dis ça va pas. Et tous les 10 ans, eh ben, je laisse regrainer cette espèce. Mais ça, c'est parce que j'ai trouvé le moyen de faire cette gestion, mais c'est empirique, c'est sur le terrain.
On ne nous enseigne pas ça. Les plantes n'aiment pas changer de type biologique, on peut faire quand même quelque chose. Donc après, voilà, alors je ne vous dis pas comment je me déguise, hein, parce qu'elle est photosensibilisante. Ça veut dire que si vous allez au soleil et que vous la touchez, vous transpirez, etc., elle vous brûle, mais elle vous brûle. Hein. J'ai été brûlé, bon voilà, je connais l'histoire. Donc c'est le moment où on enlève les hampes avec les graines. Je ne pensais pas que je montrerais ça un jour. Quand même, c'est un peu discutable esthétiquement, mais... Voilà, puis après, il faut les enlever au compost, etc. Bref. Ou alors, encore des choses qu'on n'a pas l'habitude d'accepter, parce que ce n'est pas dans l'ordre, un arbre qui tombe. Est-ce qu'on accepte? Ben oui, il tombe, c'est pas grave. Voilà, il repousse, finalement, il a quand même un houppier qui fleurit, mais il se fatigue. Alors, au début, je décide comme ça de lui laisser de la place par terre. Puis, au bout de quelques années, il se fatigue et je coupe la hampe. Et il y a des réitérations. Alors ça, c'est beaucoup plus tard, et j'en choisis une. Donc vous voyez, ça fait un arbre à angle droit, que je n'avais pas imaginé non plus. Hein. Ça fait un banc aussi, si on veut. Voilà, ça, vous ne pouvez pas l'acheter en pépinière. Alors, a-t-on le droit? Faut-il obéir? Ben, j'ai déjà dit que finalement, non. Mais là, par exemple, si c'était à Berlin, il y a 8 jours ou 15 jours, je ne sais plus quand j'étais là-bas, ils m'ont donné un prix, ils sont gentils. Hein. Et puis j'ai vu ce truc qu'on voit partout maintenant. Partout, partout. On vous impose, peut-être qu'il n'y en a pas à Limoges. Hein. Là, il faut que vous vous rassembliez là. Mais pourquoi? Vous ne savez pas. Hein. Alors on nous demande ça dans le domaine du rayol où il y a des incendies possibles et il faut le mettre. Alors vous avez des petits panneaux qui arrivent comme ça. Mais si on va à l'endroit où il faut y aller parce que c'est l'ordre qui nous est indiqué et que c'est là qu'il y a le feu, ben on crève, quoi. On brûle. Bon, là, c'est pareil, on tombe à l'eau. C'est intéressant. Hein. Donc, j'ai eu l'occasion de faire des jardins un petit peu en marge, dont celui de Mel, qui est un jardin d'orties. Là, on est dans le débat politique parce que c'était interdit. On est en 2007, loi d'interdiction des PNPP. Je vois que là, j'ai besoin d'expliquer. Produit naturel peu préoccupant. Ça veut dire que ça préoccupe quelqu'un quand même. Produit naturel peu préoccupant, c'est juste ce que vous pouvez faire sans avoir besoin d'acheter. C'est une loi d'interdiction d'accès à la gratuité. Le purin d'ortie, vous pouvez le faire vous-même. C'est très facile. Vous ramassez une belle poignée, là, ça fait un petit kilo. Vous mettez dans 10 litres d'eau, vous faites fermenter. Au bout d'un moment, quand ça commence à sentir un peu trop fort, vous arrêtez, vous filtrez. Ensuite, vous diluez 10 fois le produit et vous arrosez les plantes du potager ou d'ailleurs. Ça renforce l'immunité. C'est plus qu'un engrais. C'est très intéressant. Donc là, vous êtes tout à fait dans une autre pratique qui aussi est une pratique ancestrale, hein, mais interdite. Il faut acheter. Si vous n'achetez pas, vous allez en prison. Donc j'ai fait ça pour la Biennale un projet là-dessus. Bon, c'est pas très joli, hein, le projet, c'est rien du tout. C'est juste des chemins tracés, je ne sais pas si on l'a ici, oui, un petit peu, dans les orties. Avec une plateforme, donc moi, j'ai rien planté. Hein. Elles étaient là, les orties, sinon, je n'aurais pas pu faire. Et un petit bassin qui va récupérer le purin d'ortie une fois que c'est filtré. Donc voilà, on est là-dessus. Ça, c'est la cérémonie. On fait le filtrage. Et on donnait, parce que c'est vieux, hein. Ensuite, tous les vendredis, aux gens qui venaient au marché, des petits flacons de purin d'ortie interdits. C'est très agaçant, hein, le fait de vous interdire légalement de faire quelque chose qu'il n'y a aucune raison qu'on vous l'interdise, quoi. Et ça a été la même chose, vous savez, pour les semences. Vous ne pouvez pas récolter quelque chose que vous avez semé, qui s'est multiplié, etc., et vendre. Producteurs de plantes qui font des graines, alors ils n'ont pas... Ça ne va pas, ça. Bon. Alors oui, pour ce jardin de Mel, j'avais rajouté des collections, là, c'est pas la photo avec ça, mais des orties qui viennent d'autres pays du monde
et qui ont servi à faire des tissus ou des cuisines, enfin des tas de trucs. C'est des plantes remarquables, les urticacées. Alors le laisser-faire fait partie aussi des choses qui ne sont pas dans la bienséance. Et moi, j'ai quand même développé ça parce que ça m'a paru important uniquement. C'est pas pour le plaisir de dire je suis dans la désobéissance, mais c'est parce que ça permet d'accueillir une diversité importante. Et le premier jardin qui est de tiers paysage, c'est-à-dire, ça c'est la définition que je donne à l'espace libre, comme une friche qui se transforme, avec une très haute diversité, il est dans le parc Matisse à Lille. Ça finit par évoluer comme ça devient une forêt. C'était une colline que j'ai proposé qu'on garde. Et là, il y a eu quand même un travail à faire pour le soutènement, pour faire les murs. Hein. Et puis la nature a fabriqué son paysage. Mais ça n'a pas plu à la mairie, parce que les habitants se plaignaient que c'était une friche. Ils ont voulu cacher la mise en scène et ils ont planté des arbres. C'est un peu idiot. Il faudrait arriver avec une tronçonneuse aujourd'hui, mais ce ne serait pas bien vu. Hein. J'avais quand même obtenu que dans le massif forestier, par ailleurs, juste au niveau du sol où tout le monde peut aller, il y avait une clairière qui serait avec un chablis, c'est-à-dire des arbres qui tombent et qui, avec la lumière qui arrive quand ils tombent, font pousser toute une diversité. Ils avaient accepté. Hein. Observatoire de ce paysage qui se transforme tout seul. Vous ne pouvez pas le savoir, mais il y avait ici des restants, qu'on appelait des failles, absolument sur tous les reliefs. C'est incroyable. Hein, quand on monte là-dedans, on voit des petits murets partout, des terrasses avec des cultures. Donc là, c'est un lieu où on peut observer ce relief, mais on ne les voit pas. Alors il y a un petit bouquin qui explique tout ça. Ça s'appelle le Belvédère des lichens, parce que sur ces rochers, il y avait 21 espèces de lichens différents. Fait le même, une mise en scène un peu similaire à Château, près de Clermont. Ça y est, j'ai oublié le nom. Bon, enfin, c'est le même principe, avec une explication. Et puis j'ai fait autre chose qui était un essai d'usage du pastel gras, si je puis dire. C'était une commande d'Aubusson, hein, la ville d'Aubusson qui me demandait une tapisserie. Puis moi je voulais parler du tiers paysage, c'est-à-dire des lieux qui ne sont pas utilisés par les humains, où il y a une grande diversité qui vit, alors qu'ailleurs ça ne marche pas. Bon. J'ai choisi la vallée de la Creuse qui est là. Le point bleu c'est Aubusson, ici c'est Felletin. Là, la vallée et la Rosaille qui est là. Et tout le côté un peu comme ça, dense, vert, et tout, c'est l'activité humaine, agricole. Bon. Puis ça ne me plaisait pas, j'ai changé de couleur. Et puis finalement, je me suis dit, est-ce que c'est suffisamment explicite ? Peut-être, mais peut-être pas. Est-ce que le vert pâle, ça va ou pas ? J'ai passé en rouge en disant, ça c'est l'activité qui peut être vue aussi très négativement, on ne sait pas. Enfin bref. J'en ai fait je ne sais pas combien, et au bout d'un moment, j'ai dit stop, et c'est celui-là qui est devenu la tapisserie. Où là, on voit mieux les vallées et les lieux où il n'y a justement pas d'activité humaine, alors que tout le reste est vraiment un terrain sur lequel il y a quelque chose qui se passe. Ça a été tissé, hein, ça existe, elle fait 8 mètres, c'est une grande. Et puis il y a des lieux où, d'un point de vue un peu officiel, comme celui de l'île d'Herborance à Lille. Là, on est sur le toit de la base sous-marine, on est sur un sol pauvre. On ne fait rien, on plante quand même au départ. Hein. Mais après, on laisse faire et on est sur du béton assez poreux. La base sous-marine à Saint-Nazaire a été construite juste presque à la fin de la guerre et justement, elle n'a pas été finie. Et aujourd'hui, il se passe quelque chose que je n'avais pas évidemment prévu. Moi, quand on m'a demandé d'intervenir là-dessus, ça m'a bien plu, ça m'a intéressé. Mais il se trouve qu'on est sur un béton poreux. Parce que probablement, les maçons étaient des prisonniers français qui devaient être dans la résistance. Ils ont refait, paraît-il, un béton maigre, enfin des choses comme ça. C'est pas absolument sûr, parce que bon, il tient toujours, il n'est pas tombé depuis. Mais il y a de l'eau qui tombe en dessous, enfin quand il pleut. Alors bon, une goutte d'eau qui tombe sur un sous-marin, pas très grave.
Mais maintenant, il y a des chambres, il y a des lieux d'accueil, il y a des endroits. C'est un lieu public en dessous, là, sous cette terrasse. Donc, ils vont probablement l'enlever, ce jardin, et puis faire une étanchéité. Voilà, je vous montre les images. J'ai essayé de faire un jardin pour l'honneur de la taupe. C'est fini par quelque chose de pas très joli, hein. Mais les taupes, je vous ai dit, font des taupinières et lèvent la dormance. Les graines qui arrivent en surface peuvent enfin germer. Sinon, elles sont en dessous et elles dorment. Et ça peut durer longtemps, elles peuvent dormir longtemps. Quand il y a des taupes, c'est bon signe, hein. Ça veut dire qu'il y a des animaux qui vivent, il y a des vers de terre, c'est la vie dans le sol. Là, il y avait eu un peu de neige c'est chez moi, ça. Et puis là aussi, c'est le jardin. Et vous voyez que toutes les molènes qui sont, puis d'autres espèces, hein, c'est sur une petite tranchée, le même rôle que la taupe, levée de dormance. Et je laisse les plantes s'exprimer comme ça. Il y a 3 ou 4 espèces de grandes molles qui transforment le paysage aussi, hein. C'est des grandes plantes, hein, qui m'intéressent, moi. Et puis bon, là, excusez-moi, c'est très laid, mais c'est une maquette pour faire quelque chose qui est un cadran solaire, pas pour les taupes, elles s'en fichent, mais pour nous, à propos des taupes. Alors, je savais pas quoi faire, il fallait que je trouve des bouts de bois, des machins, ça m'a énervé, et parce qu'il fallait que je donne ça à la personne qui allait fabriquer le cadran solaire avec le gnomon. Alors le gnomon, vous le voyez là, c'est un arbre, ça a un bout de branche de Poncirus. Ça, c'est des plantes qui poussent, c'est la diversité, voilà, tout va bien. Et il y a 3 rochers, 1, 2, 3. Alors ça, j'ai appris les 3 heures où la taupe arrive, hein, et fait la taupinière, 7 heures du matin, midi, 5 heures de l'après-midi. Parce que j'avais encore, il y a très longtemps de ça, des clients privés, j'arrive chez l'un d'eux, il avait ouvert la fenêtre, on était au rez-de-chaussée, et il avait son fusil. Alors je m'étonne, il me dit oui, elle arrive le matin à 7 heures, à midi, etc. Il avait raison, il était presque midi, et on voit la taupinière qui grimpe, hop, et il tire. Et le coup de feu dans la chambre, dans la cuisine. Bon, je l'ai toujours dans les oreilles, donc c'est un truc de fou, quoi. Pourquoi faut-il tuer la taupe? En plus, il ne l'avait sûrement pas tué, enfin bon, il s'amusait. Mais j'avais les horaires. Et quand un jour je suis sollicité pour faire un jardin à la ville de Lausanne, pour histoire des jardins qu'ils font régulièrement là-bas, mais le thème, c'est pour eux, c'était le sol. J'ai dit, écoutez, bon, j'ai pas beaucoup de temps là, parce que je faisais une expo pendant ce temps-là, mais je vous propose un cadran solaire pour taupes, quoi. Enfin, finalement, non, je vous propose d'abord un jardin de taupes. Et ça, j'aurais bien aimé apporter des taupes. Ils ont refusé, ils ont dit non, on en a déjà. Ça s'est soldé par un truc comme ça, qui n'est pas très beau, avec 3 pattes, c'est lui qui fabrique, et le gnomon, et les 3 roches. Malheureusement, il n'y avait pas de taupe. Voilà. Mais enfin, c'est pédagogique, on peut expliquer pourquoi il y a ce truc dans cette pente. Alors il y avait quand même un spécialiste, hein, qui était venu régler le gnomon pour que les 3 moments de l'ombre portent sur les 3 roches au moment voulu. Enfin, c'était très techniquement. Alors peut-on s'attaquer à la vision fixiste culturellement, vous voyez? Ça, c'est Notre-Dame qui brûle, hein. Je ne sais pas, j'ai fait un petit bouquin là-dessus au moment où c'était une commande. Moi, je n'avais pas imaginé une chose pareille. Mais au moment où elle brûle, je faisais un exposé comme ça auprès d'étudiants et on me dit qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, c'est super que la lumière soit et la lumière fut. Enfin, on va pouvoir faire pousser des plantes, transformer la cathédrale en une serre, justement. Peut-être avoir un bassin et un grand bénitier et tout, comme il faut, quoi. Alors, bon, c'était pas uniquement pour rigoler, mais pour aller dans le sens de quelque chose qui ne serait pas la répétition du modèle d'avant. Comme on l'a fait, malheureusement, c'est pas très... Alors que Notre-Dame, comme vous savez peut-être, a changé tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Et là, à la fin, il y a une femme qui vient vers moi qui me dit « Je vous commande le livre ». Mais quel livre? Là, ça... Et finalement, je l'ai fait. Ça s'appelle Notre-Dame des Plantes. Et dans ce bouquin, où j'ai fait des dessins pas très adroits, mais bon, il y a le parvis avec que des pommiers. Et le péché capital. Hein. Mais, parce que les pommiers, on vous dit, toute votre vie, là, alors, un apple a day, etc., une pomme chaque jour, la santé toujours, tout le monde le dit, quoi. Sauf que ça s'appelle malus en latin. Malus sylvestris, malus n'importe quoi. Tout malus, d'abord, c'est dangereux. Mais c'est dangereux pourquoi? Alors c'est dangereux, on ne comprend rien. Ben parce que dans notre histoire, mais c'est un mythe, évidemment, à Adam et Ève, quoi. Il dit, ben non, là on fait un pommier et on a le droit de ramasser les pommes avant de rentrer. Là, la chapelle elle est couverte de verre. Ici, on peut faire de la vigne à l'intérieur et du vin de messe direct. Oui. On a le droit de prier dans une serre. Hein. Bon, je me suis donc amusé, mais ça m'a beaucoup intéressé d'aller dans l'histoire même d'un monument comme celui-là, qui changeait tout le temps. Et enfin, on pourrait dire, je change le nom scientifique du pommier. Il s'appelle plus Malus sylvestris, il s'appelle Bonus. Bon, on ne m'a pas écouté. Hein. Changement de manière de faire en prenant des outils qui ne détruisent pas l'environnement. Il y a toute une équipe aujourd'hui dont une partie habite et de Limoges, une autre de Rouen et d'ailleurs un petit peu partout, et qui font de l'entretien maintenant sans moteur. Mais ça reprend des techniques très très anciennes. Il faudrait arriver à trouver peut-être des outils qui ne polluent pas non plus, mais plus pratiques, plus rapides. Aujourd'hui, éventuellement, on n'est pas obligé d'être dans la performance. En tout cas, voilà, ça se passe en Roumanie parce qu'on fait des ateliers là-bas. Mais ça pourrait se passer, ça se passe partout hein, maintenant. Il y en a. C'est une des écoles du jardin planétaire, justement celle qui est en Roumanie, où il y a ces jeunes qui viennent apprendre à penser et agir autrement. Et puis j'essaie de donner quelques explications, moi, en dehors de ça, sur on ne désherbe pas, on fait du jardinage par soustraction. Là, c'était le cas sur un endroit comme celui-ci, où la surprise a été, c'est le coup de la taupinière, de faire germer plein de trucs quand il y a un arbre qui a soulevé la terre et qui a fait pousser tout ça. Eh ben, on va enlever quelques plantes qui gênent ce que l'on veut garder, mais on ne fait pas du tout le désherbage classique. C'est pas le désherbage, c'est du jardinage par soustraction. Donc, on pratique ça. On pratique des scénographies qui ont une valeur pédagogique. Là, on est en train de montrer quelque chose qui est une herbe, vraiment dont tout le monde se fout. Hein, on est à l'île de la Réunion, hein, c'est le drac. Et là, ça s'appelle la fontaine d'herbe. Cette plante-là est sur les bas-côtés des routes, mais elle est très méprisée, sauf que là, elle est tout à coup valorisée, ça devient une star. Alors on peut recouvrir avec d'un platelage dessus pour avoir plus de place pour faire des réceptions, parce que c'est un jardin minuscule. Là, il y a une mise en scène aussi. Hein. On est dans un des jardins sériels du parc André Citroën. C'est pas de l'eau, mais l'eau est évoquée comme si on était dans une rivière qu'on traverse avec des quais et des plantes qui ont cette couleur. Là, on a l'outil quand même qui fait du bruit, mais entre les mains de l'artiste, c'est celui qui décide de faire la courbe ou pas. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment la gestion du jardin en mouvement. Hein. Donc il enlève certaines plantes, mais il en laisse d'autres, et c'est la forme même de ces espaces, dans l'espace dédié au jardin en mouvement, hein, elle est entre les mains de celui-ci, c'est pas moi. Moi, on m'avait demandé de faire un plan pour ça. J'ai fait n'importe quoi, hein, parce qu'ils étaient obligés de faire un dessin, mais ça servait à rien. Le dessin, il faut le faire après. Et donc l'artiste est là. Et à l'époque, celui-là, qui est un jardinier, il n'était pas obligé de se mettre en fluo. Et avec des casques, des machins, des trucs, il n'est pas dangereux. Alors, le pouvoir des végétaux, et qu'est-ce qu'on en fait? Là, vous voyez, hein, c'est un paulownia qui pousse, c'est dans la Creuse, un petit magasin,
il vient, il me voit passer. Hop, s'il vous plaît, donnez-moi un avis. Mais j'ai dit, c'est génial, je vais voir, c'est très beau quand même. Hein. Ça sort de l'escalier. Il me dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, rien. Bon, ça va détruire l'escalier, mais ça, c'est pas grave. Vous pouvez le refaire autrement ailleurs. Tandis que l'arbre, qui a traversé je ne sais pas quelle architecture et le béton et tout, il est fantastique, quoi. Il vaudrait mieux le... Bon, il n'a pas fait ça. Dommage. Donc le pouvoir, bon, vous connaissez ça s'appelle l'enveloppement. Et j'ai été plusieurs fois au même endroit. C'est un espace au cœur de la ville de Montsartou. Donc j'ai fait les photos de ce platane qui mange. Et petit à petit, vous voyez, il reste un bout de S. Et là, il n'y a plus rien. Ben, on va pouvoir enfin stationner. C'est pas inintéressant, hein. Ça s'appelle l'enveloppement, mais ça bouffe des trucs imprévisibles. Hein. Autre signal de la puissance du monde végétal par les arbres, là, vous avez ici la haie, des arbres dont on ne s'occupe plus trop, un champ de maïs, sécheresse. Le seul endroit où ça pousse, c'est là. Vous êtes au-dessus du système racinaire. Puis là, on le voit, on ne peut pas dire non. Personne n'est venu arroser là. C'est les arbres qui maintiennent de l'eau dans le sol. Ça, on devrait nous le dire un peu plus souvent. Échange, quoi. Et là, c'est échange entre les plantes elles-mêmes. Cette espèce de plante toute petite qui fait des minuscules fleurs comme des pissenlits, elle éloigne les graminées. Elle fait un tapis. Elle émet des toxines au bout de ses racines et elle chasse d'autres espèces. Et il y en a d'autres qui discutent entre elles au point de ne pas vouloir se toucher. On appelle ça les espèces timides. Il y a une centaine d'arbres timides. Alors oui, quand on apprend toutes ces choses-là, on se dit, waouh, on est ignorant, hein, on ne sait pas comment faire pour travailler avec. Oui, alors là, il y a des croisements, mais en fait, il n'y en a pas. Dans la réalité, il y a toujours un vide. Ce sont deux plantes du même âge, de la même espèce, mais qui ne vont pas se toucher. Alors la connexion, le langage, enfin, les échanges entre eux, ça se passe par le système racinaire vraisemblablement, mais aussi peut-être par les feuilles elles-mêmes. Alors juste en vitesse, quelques images qui sont celles de l'expérimentation de terrain avec le collectif Coloco. Là, on est à Stolac, en Bosnie-Herzégovine. On reprend un paysage, enfin un petit peu un paysage très abandonné, justement, et très riche de ce fait, le long de la Bregava, qui est la rivière qui pousse là. On nettoie un peu, on finit par garder énormément de diversité quand même dans le nettoyage, mais pas les déchets. Et ça finit, on construit des choses extrêmement sommaires, hein, il n'y a pas d'argent, hein, où ça permet aux gens de venir s'installer. Et ça finit par être un territoire d'accueil aux habitants qui revenaient à l'époque petit à petit dans cette ville de Stolac, où ils étaient partis parce qu'ils se battaient. Hein. Et ça continue. Malheureusement, ils sont revenus à la bagarre. Mais à ce moment-là, il y a eu quelque chose de très positif. Et ça, c'est l'équipe qui a travaillé avec nous. Ça, c'était un des sujets où on a désasphalté 1 hectare de parking. C'est devenu un jardin. C'est les Coloco. Ça, c'est un autre terrain qui était dans une ancienne carrière complètement transformée en un roncier. Et le travail a consisté à faire un tracé, comme vous le voyez. Et là, les habitants voulaient mettre le feu à ça et faire une poubelle. Et puis finalement, ils ont accepté que ce serait un jardin. Donc là, on est complètement hors norme, mais c'est pas grave, hein, ça a été accepté, quoi. Quelques petits exemples comme ça de qu'est-ce qu'on peut faire soi-même. Quelquefois, il n'y a pas la possibilité d'aller faire ça par d'autres. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, mais j'aurais beaucoup aimé. Je trouve que c'est très beau de dire, ben voilà, on veut laisser cet arbre-là. On est en Nouvelle-Zélande, là. On est dans une forêt protégée, mais on veut quand même marcher, quoi. Et donc, ce sont des artisans locaux qui ont fait ça parce que c'était pas possible de le commander, il y avait je sais pas quoi. Bon, et moi, j'ai rencontré ce genre de choses très différemment, mais
c'est mon escalier chez moi. Vous voyez que là, le menuisier à qui je m'étais adressé, j'ai dit, mais est-ce que vous pouvez faire ça? Parce que moi, je ne sais pas. Bon. Il me dit, ah non, 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 c'est pas possible, il y a une fenêtre là, il y a une fenêtre là-haut. Ah non, non, puis ça tourne, machin. Je dis, oui, oui, c'est bon. Et avec un voisin qui s'occupe de l'arboretum de la Cédelle et qui est aussi un de mes anciens élèves depuis très longtemps, on est parti dans une châtaigneraie et on a cherché une branche, comme ça, en regardant en l'air. On est tombé par terre, parce qu'elle était déjà par terre et qu'elle nous empêchait de marcher. Magnifique. Tout comme il faut, tout tordu, comme ça, avec une ramification là-haut impeccable. Bon, je l'ai coupé un peu trop tôt, là, avec la tronçonneuse. Après, il fait des failles, comme ça. Ça, je l'ai commandé, parce que je ne savais pas le faire, je n'ai pas les outils. Ça rentre dans le mur, et puis c'est bon, quoi. Ça fait un escalier. On peut. Oh, putain. Et je finis sur l'eau, en montant... Mont Gerbier de Jean, qui est sur, vous voyez, sur la ligne du partage des eaux, on est en Ardèche. C'était après 2 mois et demi de sécheresse sérieuse. Il y avait des paysages un peu brûlés partout. Puis finalement, je vois arriver en haut une petite goutte d'eau entre 2 roches. Comme ça, je me dis, mais c'est incroyable. Comment ça se fait, ça? Et je repasse. Je dis, mais il y a des touristes qui ont perdu leur gourde. Non, non, pas du tout. En fait, je l'ai analysé comme étant une tour à eau. C'est-à-dire un relief où l'humidité de la nuit, l'humidité se condense et ça finit par faire des gouttes. Même s'il n'a pas plu, il y a quelque chose, il y a de l'eau. Alors je dis, bon, la Loire qui naît, paraît-il, en bas, là, au pied, à droite, non, non, elle naît des 2 côtés, elle est partout, elle est depuis le haut, donc finalement, elle va aussi bien vers la Méditerranée que vers l'Atlantique. Je refais la carte de France. Et le parc d'Ardèche, qui me posait des questions là-dessus, ça l'intéressait, ils ont vérifié d'ailleurs, et que c'était pas complètement une vision folle, parce que vous savez, le mont Gerbier de Jean, c'est la cheminée du volcan. Le volcan a disparu. Et ce ne sont que des pierres de phonolite très lisses. C'est une lave incroyable, où l'eau peut couler très facilement dessus sans s'imprégner dans la roche elle-même. Donc, bon, conditions de condensation parfaites. Alors, il m'envoie une commande, 4 ans ou 5 ans après, et là j'étais très embêté. On vous commande une tour à eau. Mais c'est pas mon métier. Ah oui, mais bon. Là. Et finalement, comme ils ont insisté, j'ai proposé ce dessin. J'ai rien fait d'autre. 2 ou 3 bricoles de petits dessins minuscules. Et puis bon, je suis allé voir quand même un ingénieur de physique à Paris, qui dit oui, ce ne sera pas très rentable, hein, mais ça peut marcher. Il y a juste une vasque ici, tout est incliné de cette façon, tout est en pierre sèche, tout se condense sur ce relief la nuit, et ça coule. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Alors moi, je ne m'attendais pas à ça. Voilà l'architecture. Moi, j'ai pas mis les mains pour le faire, j'aurais bien aimé, mais je ne pouvais pas. C'est une équipe qui s'appelle Ellipse, qui travaille qu'avec ce genre de matériaux, et on a fini par cette architecture-là. Ça a pris 1 mois, c'est pas énorme, mais les pierres, elles étaient là, dans le coin, il y en a partout. Et il a fallu encore 1 mois après ça pour que la vasque soit remplie. Et c'est de l'eau potable, on peut la boire. Hein. Il y en a aujourd'hui, ça continue. Hein. Bon, il pleut aussi. Hein. Mais ça, c'était la période de sécheresse. Il n'y avait pas de pluie. Donc voilà l'équipe. Et ça vous donne aussi l'échelle. Hein. C'est pas très grand, on pourrait faire des tours à eau plus grandes. Moi j'avais entendu parler de ce genre de système pour capturer l'humidité, enfin l'eau de cette façon-là, mais j'en avais jamais vu. Alors, dernière image, je crois que c'est celle-là. Hein. Oui, voilà. C'est ceux qui sont un collectif, le Temps de la Terre, dont une partie, je vous l'ai dit, travaille sur Limoges. Et voilà, ils ont des outils qui ne font pas de dégâts. Et ils les brandissent
comme si c'était une révolution, quoi. Et c'est étrange, à une époque où on est en faveur de toute la haute technologie, et, évidemment, pas que le numérique, mais les fusées qu'on envoie partout, n'importe quoi, tout. Ben oui, mais il y a aussi ça. Et il se trouve qu'ils ont de plus en plus de commandes parce qu'ils arrivent à avoir des résultats très intéressants avec des outils complètement basiques, mais qui ne sont pas vilains par ailleurs. Même s'ils les brandissent comme des armes, ils ne sont pas dangereux. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci mille fois, vraiment. Peut-être avez-vous des questions, des remarques. Je vais passer avec le micro. Merci pour la présentation. J'ai une petite question, c'est de la curiosité sur le process quand vous dites on a désasphalté 1 hectare de parking et on voyait les trous en fait. Enfin, c'était une préparation avec une plantation, j'imagine. Et ensuite vous laissez les arbres continuer le travail. Alors, il y a plusieurs techniques, mais celle qu'on a préférée, c'est quand il y a suffisamment d'asphalte qui reste pas tout près de la base, le néotubère et le tronc, mais à une certaine distance, il est toujours là. Et ça a été à cause de ces périodes de sécheresse, mais elles peuvent revenir. Hein. Les racines sont protégées de la dessiccation sous l'asphalte, et l'asphalte n'est pas un poison comme d'autres substances peuvent l'être. Donc on s'en sort comme ça. Alors j'ai pas les photos les plus récentes, mais elles sont étonnantes parce que on peut marcher un peu partout là où l'asphalte est resté, mais il y a les plantes ont poussé énormément et elles poussent plus vite que celles qui sont situées autour dans un milieu naturel. Je ne vous recommande pas d'asphalter votre jardin. Hein. Merci. C'était par rapport au projet avec le pont qui embrassait l'arbre là. Et je me demandais comment on fait quand les arbres ils poussent et pour que le pont il reste au même endroit et qu'il ne s'écroule pas. Le pont Quand la branche pousse et que l'arbre continue à pousser, comment on fait la maintenance pour que le pont il tienne? Oui, la passerelle. En fait, je me demande comment on peut faire des structures sur des arbres vivants et après, quand ils poussent, comment on fait pour maintenir la structure et qu'elle ne s'effondre pas. Ah, l'arbre qui était... la branche pas là, oui. Ah oui, mais c'est pas vraiment... Alors oui, il faut savoir que cette photo, je l'avais prise dans un endroit qui est une forêt primaire. Il y a au sud de la Nouvelle-Zélande, il y en a une vraiment très protégée. Et pour y aller, il y avait ce chemin. Donc on est en surélévation, c'est pas un vrai pont, hein. C'est juste en légère surélévation par rapport au sol, c'est tout. Pour pas avoir les pieds qui se prennent dans la boue ou des choses comme ça. Et donc la question était... L'arbre qui va pousser, non? Ah non, mais il est mort. Ah. Oui. Ah. Oui, c'est un arbre couché, mort. Ah. Non, parce que... Mais oui, mais il est gardé. Il y a énormément d'importance à conserver des arbres morts parce qu'il y a tous les animaux qui mangent la lignine, qui mangent l'intérieur même de l'arbre, du tronc. Ça nourrit beaucoup de coléoptères, beaucoup d'insectes, il n'y a pas que. Et donc ça participe de l'écosystème dont je parlais depuis tout au début, c'est-à-dire de la relation qu'il y a entre chaque élément. Et quelquefois, il y en a qui ne nous plaisent pas beaucoup. Un arbre qui tombe, qui est mort, c'est pas toujours très joli. Moi, j'en laisse beaucoup dans les parties en bois, chez moi, en boisement. Parce qu'il y en a qui tombent tout le temps. Mais il y en a qui poussent tout le temps. Là, il est mort, sur la photo. Oui, justement, j'ai une question par rapport au fait de laisser des plantes mortes. J'ai souvent entendu dire qu'il fallait quand même, on va dire, défricher et enlever certaines parties mortes à cause de maladies, en fait. J'aimerais savoir peut-être à quel point, en fait, est-ce que c'est véridique ou pas. Est-ce que finalement, laisser des plantes mortes, est-ce que c'est vraiment ça qui va
continuer à donner des maladies aux plantes ou pas vraiment? Pas du tout. Non, mais c'est n'importe quoi, là. Bon, bah ça me rassure. N'importe quoi, oui. Non, la décomposition des matériaux de végétaux sont d'une grande utilité pour l'enrichissement du sol. S'il y a un parasite, un champignon, quelque chose d'autre, enfin, il y aura aussi peut-être ces prédateurs. C'est la diversité qu'il faut maintenir. Le problème de nos on dit, grandes maladies qui atteignent tout le monde, c'est qu'il manque des prédations, manque des rapports de prédation. S'il n'y a pas l'animal ou quelquefois un micro-organisme qui vient réguler l'extension d'un autre être, ben, ça prend la place et ça c'est embêtant. Et ça vient souvent du fait qu'on est dans la monoculture, on est dans la névrose du propre, qui n'entretient rien de point de vue sain, point de vue équilibre de la santé. C'est garder la complexité. On peut peut-être... Ah, pardon. Nous allons commencer un jardin en Creuse. Est-ce que vous pourriez nous dire, par exemple, quel serait... courageux. Comment commencer? Non, est-ce que pour pas faire trop de bêtises au début, comment est-ce qu'on organise un jardin? Entre buisson et felletin. Non, comment on Ah, entre buisson et felletin, oui. Ben, vous avez de la chance. Pour commencer, il faut rien faire. Et observer pour voir comment ça se passe. Ça peut être au minimum 1 an, peut être un peu plus, hein, ça dépend. Et puis prendre des décisions quand on a compris quel pouvait être l'avantage d'agir dans cette direction ou dans celle-là, mais pas tout de suite d'appliquer un modèle. De toute façon, chaque cas est différent. Donc il vaut mieux d'abord savoir comment ça marche dans cet espace que vous avez, où vous arrivez, et puis voilà, et prendre les décisions après. De toute façon, si vous ne faites rien, vous savez, c'est ce que je dis pour les gens qui font le métier que je fais, si on ne fait rien dans notre métier, on est utile à tous. Il n'y a pas beaucoup de métiers comme ça. Si on ne fait rien, on fait une forêt. Vous faites rien, il y a un truc qui va pousser. En particulier, au bout d'un moment, des épineux qui vont protéger les jeunes ligneux. Au bout de 15 ans, vous avez une pré-forêt et en 40, une forêt. Voilà, il faut juste avoir un peu de patience, mais c'est une possibilité. Lorsqu'il y a des espèces qui arrivent toutes seules, vous pouvez évidemment là faire du jardinage par soustraction, en disant j'en enlève une ici, là, mais j'en garde beaucoup. Ça, c'est un cadeau, quoi. Mais ce que je vous dis là, c'est pas pour entre buisson et felletin, c'est pour tout, partout. Je voulais savoir si on commençait d'abord par les arbres et qu'on allait vers des plantes de plus en plus petites, puisque vous avez beaucoup parlé de la taille des plantes, du macro au micro. Ça dépend si on veut garder la taille de l'arbre tel qu'il se développe naturellement. Quelquefois, ils deviennent très grands, ça dépend des espèces. Ou si on veut pas, mais si on veut pas, c'est un peu contraignant de les tailler. On peut se passer de ça, ça dépend de ce qu'on désire. Hein. Moi, j'ai été amené finalement à le faire parce qu'il y avait des tas de charmes qui poussaient dans une ancienne haie. J'en ai gardé une partie et ils sont taillés, mais il y en a plein que je laisse et d'autres que j'ai complètement enlevés. Parce que si j'avais pas fait ça, j'aurais pas pu construire ma maison. Oui, parce que je me suis fait maçon aussi. Bon. Donc c'est un choix. Hein. Ah oui. Ah il y a des marches. Ah oui, c'est un nouvel escalier, j'avais pas vu. Manière pratique de passer. Je voulais ramener une question un peu politique, c'est-à-dire que tu nous as montré plein d'outils, de manières de voir l'écosystème, de faire son jardin. Comment ces outils que tu nous as montrés, elles peuvent être reliées à une action plus politique, dans le sens où une action qui s'inscrit dans une lutte des classes. Toi, et si tu as dans ta vie, ou parce que j'ai vu aussi que tu avais pris des positions politiques,
comment dans ta manière de voir l'écologie et les écosystèmes et ce que tu as fait, ce que tu as créé, tu as pu t'inscrire dans une lutte qui puisse s'inscrire dans un processus de lutte des classes. Il y a un peu les deux. Du coup, les outils, comment les outils peuvent être réappropriés aussi. Toi, un peu, quelle est ton expérience sur ça? Je voulais savoir. Alors, c'est une question à laquelle je ne peux pas vraiment répondre, parce que chaque fois que je me la suis posée, hein, j'ai pris le parti d'aller vers la pédagogie, et non pas vers quelque chose qui est de la violence, qui fait peur. Parce que le retour est extrêmement puissant, extrêmement désagréable. Et aujourd'hui, c'est pire que tout, à cause des prises de position qui sont faites uniquement par les lobbies de l'agro-industrie, par exemple, mais qui ont sous leurs mains tout le gouvernement. Ils remettent tous les néonicotinoïdes, tous les poisons, quoi, toutes les machines, enfin tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc il faut rien leur dire, parce que sinon ils arrivent avec une armée de CRS, hein, vous connaissez Notre-Dame-des-Landes, et il faut juste agir. Mais agir vraiment, avec ce que l'on a compris qu'il faut faire. Donc j'ai pas trouvé d'autres solutions. Il y en a peut-être, hein, à ce moment-là on part en guerre, mais j'ai pas les armes pour ça. Je sais pas, je saurais pas quoi dire, quoi. Voilà. J'ai toujours agi comme ça. Et il se trouve qu'avec un peu plus de connaissances sur le milieu dans lequel on est, les gens qui accèdent à ça, parce qu'ils ont la chance de pouvoir aller sur le terrain, voir des ateliers, des cours, etc., ben ils sont contents. Ça se marche pas trop mal. Tandis que ceux qui partent en guerre, comme on n'a pas les moyens, les écologistes, ils ne sont pas milliardaires, ça se finit pas bien, quoi. Si ? Après, c'est les manières de voir la lutte des classes. C'est-à-dire que, dans un sens, c'est pas forcément prôner la guerre, mais de toute façon, on s'inscrit dans un rapport de force, dans tous les cas, qu'on le veuille ou non, un rapport de classe. Mais du coup, la question, c'est justement comment, avec l'effondrement du vivant et l'effondrement du système, on peut s'approprier les outils que toi, tu développes, ou d'autres personnes, d'autres penseurs qui développent sur du coup, l'écologie, la manière de voir le vivant. Comment on peut se les réapproprier sans... Dans ma vision, lutte des classes, c'est pas forcément une confrontation directe, mais sinon quelque chose de substantiel à notre société qui, quoi qu'il arrive, sera là, mais qui varie dans le temps, qui est plus ou moins forte selon les époques. Et du coup, c'était un peu ma question, c'était comment ces outils-là peuvent servir dans ce processus-là qui, de toute façon, est constant et sera toujours constant jusqu'à ce que notre système disparaisse. Mais voilà, c'est un peu... je voulais savoir si tu avais des clés de réflexion là-dessus. Modèle de convoitise, qu'est-ce qu'on désire? Si c'est le fric, là, c'est foutu. On est fric ou rien aujourd'hui. Donc il faut agir dans le sens de l'obtention du rendement, même si ça tue, si ça détruit tout. Ça, c'est la politique que nous avons à l'échelle planétaire. Si, par la réflexion sur le modèle de convoitise, on vous dit non, vous dites finalement non, c'est pas ça que j'ai envie, tant pis, je peux me débrouiller pour vivre sans être milliardaire. Et je cherche un équilibre. Et on accède à la compréhension du milieu dans lequel on est. Ça suppose une pédagogie. Mais ça, il faut l'avoir. C'est le gros problème aujourd'hui, c'est que dans tous les centres d'enseignement où on devrait normalement apporter cette dimension pédagogique sur la vie, juste la vie partout, dans le sol, dans l'air, l'eau est partout, etc., quoi, ben, ça n'existe pas. Hein. On vous apprend beaucoup plus la recette du traitement, mais qu'il faut aller acheter la machine et le produit, et que la vie, comment elle se passe. Donc il y a une pédagogie à refaire. Mais quand on a compris, c'est évident, quoi. Et modèle de convoitise, qu'est-ce qu'on désire donc? Est-ce qu'on désire juste la paix, être heureux, possibilité d'être en équilibre, de faire une polyactivité dans le même temps d'une seule journée, par exemple?
qui ne sont pas dans une espèce d'expertise avec une spécialité qui vous fixe sur un écran toute la journée avec le même discours. Ça, ce sont des choses que vous pouvez vouloir organiser vous-même. C'est compliqué, mais vous échappez au système. Donc il faut faire autre chose que obéir à Fricourien. Il n'y a pas besoin de ça. On peut vivre sans ça. Il faut un petit peu d'argent quand même, hein, mais on ne mange pas les dollars. Oui. Escalade. Escalade. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup. Je voulais savoir si vous étiez familier du concept de diversité bioculturelle de Riccardo Rozzi. Et c'est en fait des systèmes d'interdépendance entre la diversité, donc de la biodiversité et la diversité culturelle. Et est-ce que quand on reprend en fait des espaces, notamment dans l'urbain, le fait d'apprendre, de développer des pédagogies pour les citadins, ça permet un petit peu de la réémergence de pratiques plus traditionnelles de l'espace. C'est extrêmement important. Dans toutes les cultures, il y a une pratique, alors plutôt empirique, ancestrale, mais intelligente, qui vient justement du concret, du constat, de quelque chose qui est vérifié dans leur histoire. Ils savent comment faire tel plat cuisiné ou tel tissu, tel tout, quoi, et comment on fait le jardin. Et dans tous les pays, c'est différent. Donc avoir un discours, un échange avec les gens qui viennent d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant, extrêmement important. Et je suis très inquiet du fait que la diversité culturelle soit presque combattue par une vision, je ne sais pas comment dire, raciste d'une manière globale, mais stupide, quoi, totalement stupide. La diversité culturelle a autant d'importance pour nous qui sommes très complexes, hein, les humains sur la planète, que la diversité biologique. Elle joue un rôle très très positif dans tous les pays, hein, c'est très important. Et chaque fois qu'il y a un jardin qui est dit partagé, il y a des gens d'origines différentes qui viennent la plupart du temps parce qu'on a un point commun partout, c'est le potager. Enfin, le vivrier, disons. Parce que c'est pas toujours la même façon de le faire. Et là, il y a des échanges merveilleux qui sont très très positifs. Et les gens acceptent tout à coup. Mais bon, ça ne résout pas tout. Par exemple, la diversité végétale venant d'ailleurs peut être mal perçue légalement. Les plantes interdites et les plantes autorisées. Et là, c'est fait par des gens qui manifestement n'ont absolument pas compris ce qu'était une plante. Hein. Mais ils ont quelquefois même le statut d'écologiste, hein, officiel dans le gouvernement et tout, et ils font ça. C'est invraisemblable, ça n'a rien à voir avec la réalité. Par opportunisme biologique, toutes les plantes voyagent, mais les animaux aussi bien sûr, partout dans le monde, et il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas qui viennent, surtout si le changement climatique fonctionne avec cette obligation de vie, quoi. Donc ça, c'est très inquiétant, parce qu'on refuse les cultures et on refuse les plantes, qui ne sont pas autorisées, mais qui ne sont pas autorisées dans une vision fixiste, qui n'a rien à voir avec la vie. Tout change tout le temps. Nous venons de faire avec Jacques Tassin une tribune qui aborde ce sujet, les plantes prétendument invasives et je ne sais pas quoi. Et c'est un texte très court, hein, qui devait être accepté normalement par Le Monde, refusé aux dernières minutes. Pareil avec Libération, pareil avec Reporter, alors là, j'ai pas compris. Finalement, c'est Philosophie Magazine qui... je sais pas pourquoi, mais bon, c'est bien. Donc ça existe, où on dit ça, voilà. Enfin, on dit ce que vous avez compris. Vous vouliez poser une question ? Non ? Non. Moi, je voulais savoir comment vous faites pour ne rien faire quand on vous demande une commande ou le rapport à la
temporalité quand on vous demande une commande? C'est quoi le temps qu'on vous donne ou que vous avez, ou je sais pas? Alors, ne rien faire, je ne peux pas l'attribuer à la totalité du terrain sur lequel on me demande d'intervenir. Mais je peux suggérer qu'il y a une partie de ce terrain où on décide de ne rien faire. Et j'explique pourquoi. Ça va apporter une diversité qui va jouer un rôle sur la régulation de tous les écosystèmes, enfin de l'écosystème global du jardin, à côté, là où on est, là où on met les pieds les deux, quoi. Et donc c'est très important si on peut avoir ça. Mais encore faut-il que ce soit accepté. Mais dire on ne fait rien, c'est très rare que ce soit. Là, actuellement, à Bourges, il y a un espace de environ 3 hectares maintenant qui va passer justement en tiers paysage, enfin en lieu où on fait rien, et avec une pédagogie qui sera avec les jardiniers de la ville auprès du public, mais aussi travailler avec eux pour voir qu'est-ce qu'on choisit éventuellement modifier légèrement dans la dynamique de l'écosystème tel qu'elle est là. Quelquefois, il faut enlever une plante. Je vous ai dit, le jardinage par soustraction. Hein. Bon, on en est là, et bon, j'accepte. Mais c'est très rare, hein, pour l'instant. Ça va peut-être augmenter. Je pense que ça va être la dernière question, simplement parce que le temps passe. Il faut s'en laisser un peu pour rien faire. Il y avait cette idée aussi, vous avez parlé de autoriser. Et en fait, c'est vrai que quand on est dans la ville, et des fois on observe, etc., et on voit des petits carrés de verdure, et un peu cette idée de donner la permission à la plante de pousser. Et du coup, hier, on avait une conférence sur tout ce qui était la dystopie. Et est-ce que vous avez déjà pensé à une ville un peu nouvelle qui serait justement en accord avec les plantes et qu'on soit en accord avec notre environnement? Voilà. Elle n'existe pas encore, hein, mais il y a quand même des villes aujourd'hui, chez nous en France par exemple, Nantes, Grenoble, qui ont commencé à faire ce genre de choses depuis déjà quelques années. Mais ça prend beaucoup de temps pour que tout le monde l'accepte, parce qu'on va vers un changement de modèle culturel. Ce que autrefois on disait c'est sale, c'est dangereux, on dit aujourd'hui c'est important, c'est propre. C'est pas propre d'ailleurs, on n'utilise pas ce mot-là. C'est utile, c'est intelligent biologiquement, etc. C'est pas facile. Mais à partir de la première mandature de Lanoé à Paris, où il y a eu un ministère de l'écologie efficace, ils ont mis les premiers jardins partagés, mais aussi des espaces libres pour les plantes. Et ça a évolué comme ça, avec des plantes qui poussent entre les pavés, etc. Alors, il y a toujours des gens qui râlent, mais finalement, de moins en moins. Donc il y a quand même un autre regard porté là-dessus. Maintenant, créer une ville nouvelle avec ce principe-là, mais j'étais à Berlin, donc je vous disais, c'est la deuxième fois que j'y vais. Une fois, j'ai été allé après la chute du mur pour une conférence parce qu'on pouvait passer de l'autre côté, etc. Et j'avais déjà été très surpris par quelque chose que j'avais jamais vu avant. C'est le fait que la forêt était dans la ville, mais qu'on ne savait pas si la ville n'était pas aussi dans la forêt. Enfin, qui est dans quoi. C'est les deux. Et c'est pareil encore maintenant. C'est longtemps. Donc c'est possible, hein. Mais tout ça, ça se fait au fur et à mesure du développement de la ville. Prenez une ville toute bétonnée, toute construite, transformer Paris en forêt, là, vous avez du mal. Peut-être plus facile avec Limoges, hein. Pourquoi pas? Merci Gilles Clément.